Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. Elle est mondialement connue pour avoir transformé le domaine scientifique de la génétique moléculaire. Elle a reçu le premier prix Nobel de sciences remporté par 2 femmes ensemble. On découvre le portrait d'Emmanuelle Charpentier dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Milly Antwi est avec nous aujourd'hui. Bonjour Milly. Bonjour. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence des réseaux sociaux sur la scolarité. Et on en parle dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour. On fête cette année les 10 ans de la création d'un réseau et d'un statut qui ont poussé des milliers de jeunes à monter leur entreprise alors qu'ils faisaient leurs études. Ça s'appelle le réseau Pépite et le statut national des étudiants entrepreneurs. On revient ensemble sur ce succès fou qui ne cesse de grandir avec notre invité. Il s'appelle Alain Raskin. Bonjour. Bonjour. Soyez bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes le coordinateur national du plan Esprit d'entreprendre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On va parler de ce grand succès ensemble dans un instant, juste après le focus. En 2020, elle devenait l'une des 2 femmes à remporter le prix Nobel, qui était alors remis pour la première fois à un binôme 100% féminin. Son nom est aujourd'hui ancré dans l'évolution de la science française et internationale. Elle s'appelle Emmanuelle Charpentier et elle est notre focus du jour, présenté aujourd'hui par Jean Martineau. Rencontre avec Emmanuelle, première. Malgré son savoir et son investissement, jamais Emmanuelle Charpentier n'aurait pensé pouvoir un jour inscrire son nom à la très courte liste des femmes françaises ayant remporté le prix Nobel. Diplômée d'un doctorat à l'Institut Pierre et Marie Curie, elle poursuit ses recherches en multipliant les post-doctorats. À partir de 2014, elle se focalise sur une branche de la génétique, la technologie CRISPR-Cas9. Le travail de mon laboratoire concernant la technologie du génie génétique CRISPR-Cas9, aussi appelé ciseaux, couteau suisse ou boîte à outils de l'ADN. Donc vous pouvez voir des ciseaux représentés sur cette diapositive qui coupent de l'ADN. Découverte il y a seulement 6 ans, cette technologie est aujourd'hui considérée comme l'une des percées les plus importantes en biotechnologie. CRISPR-Cas9 a changé le domaine des sciences de la vie. Les scientifiques du monde entier développent cette technologie dans des applications innovantes dans la médecine, l'agriculture et la biotechnologie. Les perspectives qui accompagnent CRISPR-Cas9 sont très prometteuses, notamment dans le traitement potentiel de maladies génétiques humaines. Et la technologie est déjà utilisée pour relever divers défis agricoles. Une découverte digne du bricolage, décrite comme les ciseaux moléculaires, qui consiste à couper les morceaux défaillants de l'ADN pour venir les remplacer par un autre. Cette découverte pourrait permettre de guérir certaines maladies génétiques, mais également pouvoir aider au niveau de l'agriculture. D'ici quelques années, nous pourrions voir arriver des plantes plus résistantes à la sécheresse ou au froid grâce à Emmanuelle. 25 millions, c'est le nombre d'Européens atteints de l'une des 7000 maladies rares. Trouver le remède miracle pour chacune, le rêve de scientifiques du monde entier. Et si CRISPR-Cas9 était la clé de ce défi hors norme? CRISPR-Cas9, on parle de lui souvent comme des ciseaux. Leur particularité, couper l'ADN à un endroit précis du génome dans n'importe quelle cellule. Ça veut dire pouvoir modifier de manière super spécifique un nucléotide dans les billions de nucléotides qu'on a dans le génome. Le fait assez surprenant est que la Française Emmanuelle Charpentier n'aurait probablement jamais pu faire ses découvertes si la biologiste avait décidé de rester sur le territoire français. En effet, une partie de ces découvertes sont considérées comme de l'OGM et donc interdites en France. Je vous remercie pour votre attention. Depuis 10 ans, le prix Pépite célèbre chaque année l'énergie entrepreneuriale de tous les étudiants et jeunes diplômés. Un prix qui ne cesse de mettre sous les feux des projecteurs le talent et l'esprit d'innovation de jeunes qui agissent aujourd'hui pour le monde de demain et dont les défis évidemment nous concernent tous. On en parle tout de suite dans la première partie du talk.
aujourd'hui à nos côtés pour parler de tout ça, justement, Alain Asquin. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national du plan Esprit d'entreprendre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pour commencer, en 2014, c'est Jean-Pierre Boissin qui fonde le réseau Pépite en France. Quelle était son ambition? À quel besoin, à l'époque, ce réseau répondait-il? En fait, l'entrepreneuriat étudiant existe depuis de nombreuses années, même avant la création des réseaux des Pépites et du statut d'étudiant entrepreneur. C'est des initiatives qui ont émergé dans les établissements. Il y a eu ensuite l'idée de regrouper les forces des territoires dans des pôles qu'on appelait les PEE, pôles étudiants entrepreneurs. Ces pôles qui ont commencé à se développer avaient besoin d'un souffle plus fortement politique et d'avoir aussi une envergure nationale et donc d'être vraiment reconnu. Et donc l'idée a été de créer des pôles avec ce label qui s'appelle Pépite, et en donnant le privilège à ces pôles d'être opérateurs du statut national d'étudiant entrepreneur pour tous les étudiants qui voulaient entreprendre et qui allaient être accompagnés. Donc on a dit globalement à cette époque-là, sur un territoire, il y a un pôle qui va s'en occuper, les établissements se mettent d'accord, ils se réunissent dans ce pôle, comme ça il y a un guichet, les étudiants se retrouvent sur ce guichet, qui est le pôle Pépite, ça clarifie l'offre. Oui. Maintenant les établissements continuent évidemment de faire leurs actions en entrepreneuriat, mais il y a une sorte de bannière, de pavillon commun qui sont les pôles Pépites. Donc l'idée était de fédérer, de donner de visibilité et puis de créer ce qui est devenu une première mondiale, le statut national des étudiants entrepreneurs. Alors ce statut, il a été inspiré au départ dans les discussions avec les parties prenantes et les étudiants. Qui disaient, nous, quand on entreprend, on passe beaucoup de soirées, le week-end, etc. On est très pris par ce travail, un peu comme des sportifs de haut niveau. Oui, tout à fait. Qu'à cela ne tienne, sportifs de haut niveau, ils ont évidemment par le ministère de la Culture, des Sports, un statut particulier. Il s'agit de reconnaître ce statut d'entrepreneur pour donner des facilités aux étudiants qui entreprennent. Et par exemple, quand vous avez des travaux dirigés, c'est jamais très simple à négocier avec vos profs les travaux dirigés, mais quand vous avez des travaux dirigés à l'université qui tombent dans des horaires, vous avez besoin de rencontrer des prospects, des commerçants avec qui vous travaillez, c'est parfois pas très commode. Donc vous pouvez demander, donc grâce à votre statut, des aménagements d'horaires pour pouvoir être libéré dans les temps qui sont importants pour vous. Vous pouvez également demander, par exemple, à consacrer votre stage de fin d'année sur votre propre projet d'entreprise pour le tester dans la situation universitaire, donc assez protégé quand même, accompagné, et puis de tester. Si vous vous rendez compte que ce n'est pas le moment, en fait, vous aurez appris grâce à votre stage. Et puis, si vous sentez que justement ça mord et que c'est bien le moment, vous pouvez continuer à développer votre projet. Et donc, l'idée, du moment que ce stage est lié à votre formation et que votre thématique est liée à votre formation, vous pouvez demander, donc c'est un droit, que vous pouvez demander auprès des profs, et donc ils doivent discuter avec vous et avec le pôle Pépite pour vous accorder cette facilité. C'est-à-dire que si je faisais des études d'ingénieur et que je monte ma boîte dans l'éducation, c'est pas compatible? Alors, si l'éducation, elle mobilise des compétences d'ingénierie que vous apprenez évidemment dans le cadre de votre cursus. D'accord. Il faut vraiment qu'il y ait un lien. Il faut évidemment qu'il y ait un lien entre le projet d'entreprise et votre cursus pour bénéficier de cette facilité du stage. Maintenant, vous avez le droit d'entreprendre dans tous les domaines qui vous passionnent. Ça, c'est important. Donc, vous pourrez bien avoir des études d'ingénieur et vouloir créer une boutique qui vend des produits X ou Y. Mais l'idée, quand même, pour bénéficier de la facilité du stage dans votre cursus, il faut quand même que ce soit connecté avec vos études. Ça, c'est important qu'il y ait une maîtrise pédagogique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons un réseau de référents en entrepreneuriat dans tous les établissements d'enseignement supérieur qui sont vigilants à ce que les étudiants aient toujours une bonne connexion et qui gardent le fait de privilégier leurs études, de jamais lâcher les études. Il ne s'agirait pas qu'à un moment donné, on considère que l'entrepreneur va prendre le dessus sur l'étudiant. C'est bien un équilibre des deux. Et donc, on fait attention sur l'équilibre entre les deux profils au sein de ce statut. C'est intéressant parce que certains entrepreneurs, justement, qui se lancent alors qu'ils sont au lycée ou dans les études, peut-être viennent vous voir en vous disant « moi, en fait, je suis tellement passionné par ce que je fais que j'ai plus envie de faire mes études et j'ai pas envie d'aller au bout. » Alors il pourrait, après la période de séduction liée à la fait d'entreprendre et l'adrénaline et l'énergie qu'on y met, évidemment, on pourrait considérer que tout le reste est très secondaire. Et finalement, ce qu'on arrive à leur montrer, parce qu'ils sont aussi très entourés d'autres entrepreneurs qui ont vécu la même chose, c'est important, ils sont entre pairs, ils se rendent compte que finalement, ce qu'ils apprennent à l'université ou dans leur école contribue à leur projet entrepreneurial. En général, quand on est jeune entrepreneur, et même après, mais on parle des jeunes entrepreneurs, on entreprend à partir d'une expérience de vie ou par rapport à des choses qui vous ont marqué. Oui. Et donc, soit on entreprend par rapport à une compétence technique qu'on adore, soit parce qu'on a dans sa famille quelqu'un qui a une problématique, qui a un handicap, et on veut entreprendre par rapport à ça, soit parce qu'on a une conscience par rapport à l'environnement. Et en général, ces sensibilités-là vous ont fait avoir des études ou une expérience autour de ça. Donc souvent, les études reviennent renforcer, évidemment, le projet entrepreneurial, mais surtout, ce qui est important qu'on leur fasse comprendre, c'est que le projet entrepreneurial et leur engagement par l'action renforce souvent
leur performance académique. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'en fait, c'est un système extrêmement vertueux. C'est-à-dire qu'on est acteur de sa vie, d'entrepreneur et d'étudiant. Et ça remet une énergie incroyable. Et souvent, on voit que parfois, des profils qui ne sont pas très à l'aise à l'université, parce qu'un peu perdus dans les amphis, etc., par l'entrepreneuriat, on trouve une identité, une légitimité, des collaborations qui les font reprendre, pardonnez-moi, mais du poil à la bête pour repartir dans les études. Et c'est extrêmement intéressant pour nous. C'est pour ça qu'on est à l'université pour le faire et pas en dehors de l'université. Alors justement, ça s'adresse à qui ce statut? Justement aux universitaires, du moins aux personnes, aux jeunes qui sont en études supérieures ou peut-être aux lycéens? Alors ça s'adresse à tous les jeunes qui sont dans les études supérieures et qui sont majeurs. On va faire comme ça. En l'occurrence, quand j'ai dit université au sens large du terme, nous, quand on dit université, c'est les écoles, grandes écoles, écoles d'ingénieurs et universités. En fait, c'est à destination de tous les étudiants qui sont dans des programmes de formation qui sont reconnus par l'État. Et donc, quel que soit leur niveau, ils peuvent très bien être en doctorat ou ils peuvent arriver en première année. Il n'y a aucun problème pour les prendre en charge. On a vraiment une flexibilité de nos dispositifs d'accompagnement qui est prévue pour ça. Donc ça, c'est vraiment le grand savoir-faire des pôles pépites. On s'adapte à ces profils, à cette largeur de profil. Évidemment, quand on est en première année, deuxième année, souvent, c'est un projet encore balbutiant et donc très, très élémentaire. Alors, ce qu'on dit aux étudiants, d'abord, allez découvrir ce que c'est que l'entrepreneuriat, faites tomber les représentations un peu toutes faites que vous avez, rencontrez du monde. Ça, c'est la sensibilisation. Ensuite, on leur dit, mais venez jouer à l'entrepreneuriat, parce qu'on apprend beaucoup par le jeu. Venez vous essayer dans des hackathons, dans des expériences où on vous confie des projets, vous allez devoir repenser des situations complexes. Et ça, souvent, c'est un élément qui est important parce que c'est de la formation, mais aussi de l'initiation. Et donc, on développe des compétences. Et c'est souvent là, en jouant, qu'on prend goût en fait, à l'entrepreneuriat. On a des jeunes qui nous disent, moi, entreprendre, ça me plairait bien, mais je n'ai pas la grande idée. Tout le monde imagine que je vais avoir la grande idée qui va révolutionner le monde. Mais non, on leur dit, tu auras peut-être une grande idée un jour, on en sera ravis, mais les grandes idées viennent d'abord de petites idées, des idées de proximité, des idées qui sont un peu des idées avec lesquelles on va se former comme entrepreneur. On devient entrepreneur, on n'est pas entrepreneur. On peut être influencé culturellement pour être entreprenant par sa famille, par un discours, etc. Et où on peut être empêché, ça c'est un problème. On sait que parfois, dans certains publics, même chez les jeunes femmes, on a parfois des freins qui reviennent de la société, on en reparlera peut-être. Et on va en parler, effectivement. Mais effectivement, on leur dit, ne te braque pas, ne te bloque pas par le fait de ne pas avoir la grande idée. D'abord parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est toi et pas le projet. Donc on va t'accueillir en tant qu'entreprenant, on parle d'esprit d'entreprendre. On accueille ça, on voit comment tu t'engages et quelle est ton énergie. Et on fait fructifier l'idée. Et on sait que la première, elle ne va pas résister très longtemps. Il y en aura une deuxième, peut-être même une troisième. Et ça, nous, c'est notre métier, c'est de construire un potentiel entrepreneurial chez ces jeunes. Donc, il faut absolument être libre. Il ne faut pas se dire « Ah, je ne suis pas prêt, c'est pas ma formation, moi, je suis littéraire, je ne peux pas savoir ce que c'est qu'entreprendre. » On a des centaines d'exemples de jeunes qui n'étaient pas faits pour entreprendre. J'étais encore à un événement à Clermont il y a très peu de temps. Et le nombre de témoignages de jeunes qui nous disent « Moi, au départ, je ne sais même pas ce que c'était, ma famille n'y connaît rien, n'y comprend rien. » C'est pour ça aussi que le statut est important. Ça donne un cadre. Et notamment les familles qui voient que leurs enfants, étudiants... Ça les rassure. Oui, ça les rassure parce qu'ils font beaucoup d'efforts. C'est pas toujours simple la vie, ni d'étudiants parce qu'il faut couvrir ses frais, etc. Ni pour les familles qui soutiennent les jeunes qui vont faire des études. Se dire qu'ils vont entreprendre sur des projets pas encore très stables, ça peut inquiéter un peu. On fera entendre, fais tes études d'abord et on verra après, comme pour d'autres métiers, par exemple artistiques. Nous, on dit, non, au contraire, on est l'université, on encadre ça, il y a des compétences, il y a des profs qui sont derrière, on fait vraiment évoluer vos enfants et aux jeunes, on leur dit aux étudiants, vous allez vous transformer à travers ce dispositif, il n'y a que du bonus. Bon, on va continuer à en parler dans un instant, on va parler aussi des jeunes filles entrepreneurs et puis on va voir si les écoles, elles sont vraiment ouvertes en France à justement cet esprit d'entreprendre dont vous nous parlez depuis tout à l'heure, Alain. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Image et vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. What happens if we combine the metal compounds to give fireworks their colors? Here's some copper and lithium. How about sodium and strontium? Because we're not making new compounds, each metal ion emits its own characteristic color. Red for strontium, yellow for sodium, a bit of a bluish green for copper, and lithium, sort of a faint pink.
I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, 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 I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. 这里，这下这个我是专业的，赌注，这，哎呀，差点赢了，这你中间，这么快，我跟你说，你自己都没想到吧？对，我都没看。 Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Alain Asquin, le coordinateur national du plan Esprit Entreprendre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Mais juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Milly Antwi qui a une idée derrière la tech. Milly, vous allez nous parler aujourd'hui de l'influence des réseaux sociaux sur la scolarité de nos enfants. J'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. À une époque où les médias sociaux occupent une place centrale dans la vie quotidienne de nos adolescents, il est crucial d'examiner de près l'impact de ces plateformes sur la réussite académique et leur bien-être. On va donc explorer les défis de l'utilisation de ces réseaux sociaux et des stratégies pour les aider à naviguer de manière responsable dans le numérique. Alors Milly, est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui l'impact justement de ces réseaux sociaux sur la scolarité des jeunes? Alors, les réseaux sociaux peuvent avoir un impact significatif sur la scolarité des jeunes, aussi bien positif que négatif. D'une part, ils peuvent offrir des opportunités d'apprentissage collaboratif, de partage de ressources éducatives et de communication entre pairs. Par exemple, il y a plein d'élèves qui s'échangent les devoirs sur Snapchat. Et aussi, beaucoup d'enseignants, du coup, qui partagent du contenu sur TikTok et sur YouTube. Cependant, une part de l'utilisation excessive des réseaux sociaux peut être inappropriée parce que ça peut entraîner des distractions, une diminution de la concentration en classe et même des problèmes de santé mentale comme l'anxiété et la dépression. Alors, est-ce que justement, au-delà de tout ce que vous nous avez dit, il y a des défis spécifiques rencontrés par les élèves en raison de leur utilisation, justement, des réseaux sociaux? Oui, alors certains défis incluent la procrastination dû au temps passé sur les réseaux sociaux, au détriment des devoirs et des études. Il y a la cyber-intimidation qui peut perturber le climat scolaire et nuire au bien-être émotionnel des élèves, ainsi que la comparaison sociale qui peut conduire à des sentiments d'insécurité et d'infériorité. Un des défis également provoqués par les réseaux sociaux peut être une distorsion de la réalité, avec l'impression parfois que l'école ne sert à rien en regardant la vie d'influenceurs ou d'entrepreneurs qui se vantent d'avoir quitté l'école. Comment est-ce qu'on peut aider justement je rigole parce que je vous vois réagir effectivement. Il va réagir dans un instant, Alain Asquin. Est-ce qu'on peut aider justement ces jeunes à utiliser les réseaux sociaux de manière évidemment responsable et puis idéalement aussi sans compromettre leur réussite scolaire? C'est essentiel d'éduquer les jeunes sur les dangers potentiels des réseaux sociaux et de leur enseigner des compétences de gestion du temps et de la vie numérique. Les parents et les éducateurs peuvent jouer un rôle crucial en surveillant l'utilisation des réseaux sociaux, en encourageant des discussions ouvertes sur les risques et les avantages et en établissant des règles claires et des limites appropriées à leur tranche d'âge. Est-ce qu'il y a des ressources aussi pour accompagner justement les parents, les jeunes à naviguer de manière responsable sur les réseaux sociaux? Oui, alors pour commencer, il est important de rappeler
que les réseaux sociaux sont interdits aux enfants de moins de 13 ans. En France, on ne peut pas créer un compte sur un réseau social avant 13 ans. Et il existe de nombreuses ressources éducatives en ligne qui fournissent des conseils pratiques et des outils pour promouvoir une utilisation sûre et responsable sur les réseaux sociaux avec des guides pour les parents, les enseignants, des modules. Il y a beaucoup de choix sur la sensibilisation à la sécurité mentale et à la cybersécurité. Et je vous conseille de commencer par le site internetsanscrainte.fr qui propose un programme pour les 7 à 18 ans sur les écrans et les réseaux sociaux. Et ils ont même réalisé des guides spécifiques par réseaux sociaux. Internet sans crainte qu'on reçoit effectivement régulièrement dans l'émission avec notamment Axel Desain. Les réseaux sociaux, Émilie, destinés aux ados, est-ce qu'ils sont plus sûrs ou pas du tout? Alors c'est la promesse prodiguée par ces plateformes, mais la réalité est tout autre. En effet, de nombreuses plateformes ne peuvent examiner avec exactitude si derrière le profil de Lou, 13 ans, il y a bien une petite fille de 13 ans et non un adulte. Donc il faut garder le même niveau de vigilance pour toutes les plateformes. D'ailleurs, il y a un nouveau réseau social français qui s'appelle Tenten, destiné aux jeunes, qui est actuellement numéro 1 des téléchargements Apple Store et Android. Cette application transforme les téléphones en talkie-walkie qui sont connectés en direct et qui envahissent actuellement les classes. Alors Tenten, ça fonctionne même quand le téléphone est verrouillé, en mode silencieux ou si l'application est fermée. Donc je peux avoir mon téléphone posé sur la table et à tout moment, Philippine, vous pouvez vous écouter, m'écouter et même partager un message mal intentionné à mon sujet que toute l'audience pourra écouter. Donc ça a été jugé trop dangereux et intrusif et de nombreux professeurs essayent d'alerter les parents. Ouais, c'est effrayant et d'ailleurs le gouvernement a mis il y a quelques jours en garde les parents et les élèves, les enfants en tout cas, vis-à-vis de cette application Tenten. Dernière question, Milly. Comment est-ce qu'on peut encourager alors les jeunes à trouver un équilibre le plus sain possible entre vie en ligne et leur scolarité? Et puis surtout, est-ce que c'est possible? Alors, il est important, même essentiel, de promouvoir une culture de l'équilibre entre la vie en ligne et la vie hors ligne, en encourageant nos jeunes à avoir des activités en plein air, des interactions sociales en personne, des loisirs créatifs qui favorisent le bien-être physique, mental et émotionnel. Et de plus, les écoles peuvent jouer un rôle en intégrant des programmes de bien-être, gestion du stress dans leurs programmes, en plus des cours d'empathie. Je vous laisse le mot de la fin, Milly. Votre conclusion? Alors, en conclusion, les réseaux sociaux offrent de nombreuses opportunités, mais il est crucial de sensibiliser les jeunes aux risques potentiels et de les aider à développer des compétences pour naviguer de manière responsable dans le monde numérique. Merci beaucoup, Milly, pour votre chronique. Et puis, on va continuer à parler entrepreneuriat chez les jeunes dans un instant avec notre invitée et avec notre chroniqueuse tout de suite dans la deuxième partie du talk. Une célébration vibrante de l'esprit d'entreprendre, d'une ode à l'audace, à la persévérance aussi chez les jeunes. Voilà ce que vous faites, notamment Alain Asquin, coordinateur national du plan Esprit d'entreprendre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je voulais avoir votre avis, Milly, justement, suite à votre chronique et puis à cette première partie du talk faite avec Alain Asquin. L'entrepreneuriat, vous connaissez, vous êtes entrepreneur, vous donnez aussi des cours d'entrepreneuriat chez les jeunes, mais il est encore plus jeune que la population qui est adressée par Alain. Dites-nous tout. C'est vrai. Donc, avec les Junior, on initie les jeunes et les enfants de 3 à 18 ans, à l'entrepreneuriat pour vraiment susciter des vocations dès le plus jeune âge. Et comme vous l'avez dit, en fait, par le jeu, on peut tout apprendre. Donc, on encourage nos jeunes et nos enfants à jouer, à avoir des idées, à prendre conscience que leurs idées ont de la valeur et qu'ils peuvent donner vie à leurs idées tout simplement. C'est intéressant parce qu'il y a de plus en plus de jeunes, Alain, Milly, on le voit, qui montent leur entreprise aujourd'hui. Avant, le CDI, c'était le Graal. Maintenant, c'est plutôt l'entrepreneuriat, vous l'avez dit, pour question d'engagement aussi, engagement sociétal. Ce que vous faites, Milly, c'est que vous commencez avant, justement, la majorité. Est-ce que, Alain, c'est un sujet sur lequel vous voulez agir? Parce que là, vous commencez à partir de la majorité. Il y a une étude internationale qui s'appelle le Global Entrepreneurship Monitor, GEM, Global Entrepreneurship Monitor, qui établit un peu notre pratique de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Ils vont considérer que pour l'entrepreneuriat du supérieur, on est dans le haut du classement de l'OCDE. Par contre, l'étude va montrer que sur la partie scolaire, on est en difficulté et qu'on ne parle pas assez d'entrepreneuriat dans les plus jeunes années. Or, on sait qu'il y a pas mal de freins qui s'installent ou de représentations qui s'installent très jeunes. Et des pays comme le Québec, le Canada, donc la province du Québec, travaillent beaucoup avec les jeunes pour non pas leur dire que tu vas être un entrepreneur, mais être créatif, prendre des propositions, prendre la parole en public, etc. C'est le sujet. La création d'entreprise n'est qu'une forme
d'expression de l'entrepreneuriat. On peut aussi être intrapreneur, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des ingénieurs qui vont développer des projets complexes, très innovants dans des entreprises dont parfois le dirigeant ne comprend pas grand-chose, mais il a besoin d'un entrepreneur en interne pour le faire. On peut avoir évidemment un entrepreneur culturel qui va s'exprimer par des formes associatives. On en a beaucoup dans le domaine de l'enseignement supérieur aussi. Donc il y a plein de formes. Mais par contre, il faut qu'il y ait cette énergie, cette libération, cette audace de se dire j'ai un engagement. Et nous, on est très conscient de la manière dont voient les jeunes aujourd'hui l'entrepreneuriat. C'est-à-dire l'entrepreneuriat n'est pas une vocation en tant que telle. Ce qu'ils veulent vivre, c'est une aventure entrepreneuriale plutôt que d'être entrepreneur. Tout ce qui va avec, c'est-à-dire le mode de vie entrepreneurial, et surtout que l'entrepreneuriat soit au service d'une intention, d'une vocation, d'une volonté de changer le monde, même si le monde peut être très proche de soi. C'est pas le problème, c'est qu'on veut transformer. Et cette capacité à s'autoriser à le faire, elle est fondamentale, ça peut passer par la création, mais nous, on ne va pas se crisper sur la création, on va laisser beaucoup de formes prendre les compétences que vont développer les jeunes. La création est l'une d'entre elles. Pardon. Je vous en prie. Est-ce que vous diriez en France, c'est intéressant que justement la France commence à ressembler aux pays anglo-saxons, par exemple, c'est-à-dire des pays dans lesquels les écoles supérieures investissent aussi et insistent pour recruter des profils, des personnalités, plutôt que des têtes pensantes qui ont d'autres compétences qu'uniquement scolaires, qui ont des parcours, qui s'engagent, qui montent leur entreprise, par exemple. C'est un vrai phénomène culturel depuis des années en Outre-Manche, mais est-ce qu'en France, on peut vraiment faire valoir cette différence d'étudiants entrepreneurs quand on postule dans l'enseignement supérieur ou après dans une entreprise? Je ne comparais pas forcément avec le monde anglo-saxon. Je pense qu'on a vraiment un modèle, y compris européen. Je crois qu'on ce qu'on développe aussi dans nos démarches, c'est la conscience d'une approche continentale européenne de l'entrepreneuriat qui va être moins axée sur les éléments quantitatifs, chiffrés, économiques, et vraiment beaucoup plus sur des approches globales et très systémiques. Et voilà. Et en fait, on voit bien qu'il y a aussi l'équilibre personnel, les causes que l'on sert. Et évidemment, il faut que le projet il soit solvable. Il faut quand même qu'il puisse tenir. Enfin, tout ça est un équilibre global. Et y compris chez les financeurs, les gens qui accompagnent les projets, il y a un peu moins cette vocation à ne regarder que les chiffres comptables ou financiers. Qui finance les jeunes entrepreneurs, justement. Alors, est-ce que vous estimez qu'en tant qu'investisseur, on va plus facilement vers un jeune entrepreneur? Alors, les investisseurs avisés, oui, parce que plus tôt ils investissent, mieux c'est pour eux pour la suite. Mais nous, ce qu'on a fait dans l'enseignement supérieur, c'est qu'on crée du potentiel. Enfin, pardon, on ne crée pas, on révèle des potentiels. Ça, on permet à des gens de s'exprimer et d'aller au bout d'un projet, de le structurer de manière la plus sécurisée possible, et on les prépare aux rencontres avec des investisseurs et des financeurs. Par contre, c'est pas forcément à ce moment-là chez nous ou en fin de parcours qu'il y a ces rencontres. Souvent, les rencontres à ce moment-là, ce sont des financeurs de proximité. Alors, c'est d'abord la famille, les amis, les business angels, qu'on les appelle, dans lesquels ils mettent des petits tickets. Les tours de table plus importants, les séries, se font après dans le cadre de structures d'accompagnement ultérieures. Mais nous, on est un tiers de confiance qui permettant à ces structures d'identifier les très beaux projets. Et donc, tout ce qui se joue à ce moment-là est de la crédibilité. Et nous sommes vraiment un tiers de confiance qui amenons ces jeunes à s'engager de manière sécure avec nous et de pouvoir se présenter à des acteurs tiers de manière la plus crédible possible. Parce qu'on pourrait dire étudiant, c'est pas très sérieux. Je crois que, Milly, vous avez vécu ça. Vous aussi peut-être. En tout cas, quand on est jeune et qu'on a une belle volonté, on vous met une petite tape dans l'eau, c'est sympathique quand même. C'est ce que vous nous racontiez au début de cette émission dans les coulisses, Milly. Racontez-nous du coup devant tout le monde. Ce que je disais, c'est que j'avais créé ma première entreprise à 19 ans. Et donc à l'époque, j'étais à l'université de Nanterre. Et que ça semblait en fait incompatible de gérer les deux. Donc aujourd'hui, avoir des solutions comme Pépite qui nous permet de lier l'école et notre projet entrepreneurial. Ça semblait incompatible pour qui? Pardon. Pour la famille, pour les clients, pour l'université, pour les clients et pour moi-même. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile. Et d'ailleurs, les écoles, est-ce qu'elles sont vraiment ouvertes à justement l'idée que les étudiants entreprennent pendant leurs études? Parce que certaines peuvent voir ça, et vous nous l'avez dit, comme une vraie chance, une vraie opportunité, peuvent communiquer au-dessus et puis aider leurs étudiants, notamment vers ce statut d'étudiant entrepreneur que vous proposez avec Pépite. Mais d'autres peuvent aussi le considérer comme un risque de décrochage, puis potentiellement d'arrêt des études. Alors, les établissements sont tous... Franchement, je ne connais pas un établissement qui, politiquement, vous dira que l'entrepreneuriat étudiant n'est pas intéressant pour les étudiants. On peut avoir des cas particuliers d'étudiants qui, à titre personnel, peuvent être dans des situations de fragilité d'études, dans lesquelles l'énergie qu'ils vont consacrer était trop absorbée. Enfin, ils ont été trop absorbés par le projet d'entrepreneuriat et les profs vont les aider à reposer un peu les fondamentaux. Et là, on peut avoir un accompagnement. C'est vraiment le rôle des enseignants de le faire et de travailler avec les étudiants. Après, les étudiants peuvent faire des choix en tant que personnes adultes qui prennent leurs responsabilités. Mais l'idée est un devoir de conseil. Donc, il
n'y a personne qui va vous dire que ça va être nocif ou contradictoire avec les études, sauf à des cas particuliers qu'il va falloir gérer. On parle des étudiants entrepreneurs, je voudrais qu'on parle des jeunes femmes étudiantes entrepreneurs. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez de plus en plus? Oui, alors vous savez, dans nos métiers, on a beaucoup les étudiants sont majoritairement des femmes par rapport à des hommes, dans la population générale des étudiants, les 2 600 000 étudiants. Nous, dans le pôle Pépite, dans les étudiants entrepreneurs, le statut, par contre, on est à 38% de jeunes femmes entrepreneurs. D'accord. Alors, c'est insatisfaisant, c'est un de nos axes de progrès. Notre ministre, qui est farouchement engagé sur cette question-là, nous met bien la pression pour que ça progresse. Nous sommes face à une situation qui est culturelle, qui est sociétale, donc on doit néanmoins c'est pas pour autant qu'on doit baisser la garde et ne pas continuer à agir pour faire améliorer ce chiffre. Dans toutes nos communications, elles sont paritaires, les prestations qu'on fait sont paritaires, etc. Néanmoins, il y a des freins, aussi parce que beaucoup de jeunes entrepreneurs qui viennent nous voir sont aussi dans le domaine technologique, souvent très masculin. Oui. Mais néanmoins, 38%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a encore une belle marge de progrès. Et puis, ce que j'évoquais tout à l'heure, il faut que sans doute, il y ait une représentation que l'entrepreneur est un moyen d'eux. Et plus on verra que l'entrepreneur est un moyen d'eux, par exemple, de s'engager, d'agir, d'avoir un impact, plus on aura probablement de femmes qui vont accepter que l'entrepreneur n'est pas quelque chose d'individualiste, de combatif, de compétitif, mais c'est aussi quelque chose qui permet de rassembler. Et voilà. Ça va paraître un peu typé ce que je vous raconte là, mais en fait, c'est bien ce qu'elles nous disent. À un moment donné, il faut les aider à prendre conscience que c'est un vecteur de leur engagement. Et donc, une fois qu'elles sont étudiantes entrepreneurs, par contre, on a fait des statistiques extrêmement intéressantes. Une fois qu'elles sont chez nous, elles créent autant que les hommes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de transformation du projet. C'est s'autoriser à se porter la casquette de l'étudiant entrepreneur, de s'engager dans le projet. Ces blocages-là, elles sont très nombreuses avant. Elles sont dans la même transformation après, et c'est la bascule qui pose problème, il faut qu'on y travaille. Eh bien, il n'y a plus qu'un, effectivement, et les jeunes filles sont tout aussi capables que les jeunes hommes, et c'est ce que vous nous dites. Merci. Et donc, il y a 33 pôles Pépites en France, vous pouvez les trouver dans Trouver mon Pépite, qui est sur la plateforme de Pépite France. Donc, tous ceux qui s'intéressent aux pépites peuvent trouver les adresses sur Trouver mon Pépite. Il y a 100 implantations, 33 pôles. À proximité. Et c'est un statut national de l'étudiant entrepreneur qui cartonne depuis 10 ans. Merci infiniment à vous, en tout cas Alain Asquin, d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national du plan Esprit d'entreprendre au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci infiniment d'avoir été parmi nous. Merci aussi à vous, Lily Antwi, d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour cette chronique. Merci à vous de nous avoir suivis toujours. On se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée.